Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Dans notre monde actuel, le terme connecté est devenu omniprésent. Nous ne pouvons plus fonctionner dans la vie quotidienne sans nous connecter à des réseaux, à des bases de données et à des sites utilisés par des milliers, des millions, voire des milliards de personnes. Notre corps et notre maison peuvent être aussi connectés. Dans la vie pratique, la connectivité devient une nécessité pour effectuer des transactions financières, poser des candidatures ou déclarer ses impôts, pour ne donner que quelques exemples. Le marketing nous pousse vers l'achat d'objets connectés de plus en plus nombreux. La cognition humaine individuelle traite des informations et des tâches socio-culturellement créées, en se connectant à des outils technologiques élaborés grâce à des connaissances et savoir-faire culturels collectivement construits, transmis et développés. Ces connaissances et savoir-faire sont les fruits de la transmission culturelle intergénérationnelle. Mais ce phénomène est-il nouveau ? Peut-on parler encore de la cognition humaine sans prendre en considération sa connectivité à la culture, en tant que système de connaissances et savoir-faire ? L'être humain peut-il exister sans être connecté à sa culture, à son environnement ? Le rapport entre culture et cognition soulève des questions complexes que l'on peut aborder par une tentative systématique de relier les diverses performances cognitives à des connaissances culturelles et des environnements variés, à travers l'étude de l'esprit connecté au monde extérieur, que ce soit par des moyens actuels ou par le simple fait que nous faisons partie d'un monde discontinu. Mes recherches sur la problématique extrêmement complexe de la relation entre culture et cognition humaine se sont donc orientées vers l'étude des rapports entre la cognition, les connaissances culturelles disponibles et l'environnement, vers l'étude de la connexion de l'esprit de l'individu à son monde. Toutefois, nous n'allons pas nous intéresser ici à la relation entre la cognition humaine et la connectivité à des réseaux divers par les nouvelles technologies. Nous tentons de montrer que la capacité de fonctionner en connexion avec des connaissances culturelles est propre à la cognition humaine, et que ce sont simplement les dispositifs de cette connexion qui changent. Paroles, écriture, impression, médias, Internet. Cette capacité de connexion au monde a permis à l'homme de développer progressivement et socialement les capacités supérieures de l'esprit, de dominer le monde et d'arriver à créer l'ère géologique anthropocène, avec tous ses dangers. Il est important ici de donner une définition au terme connaissances culturelles. Les connaissances culturelles, incluant les croyances, par opposition à des expériences uniques et propres à l'individu, sont considérées comme des réalités extérieures à l'individu, créées et transmises par des groupes humains accessibles à l'appropriation. Il s'agit de processus dynamiques, adaptatifs, interactifs, normatifs et symboliques, ouverts mais défensifs, partagés, intégrés et modifiés par les membres d'un groupe d'êtres humains et identifiés comme extérieurs par les membres d'autres groupes. Les connaissances culturelles peuvent dépasser les frontières culturelles pour obtenir une validité élargie, voire universelle, ou s'adapter à diverses contraintes. Actuellement, des conflits idéologiques entre des systèmes de connaissances, croyances, culturelles sont observables tout aussi bien que la mondialisation des connaissances culturelles. Dans un premier temps, l'ouvrage va présenter une revue critique de la littérature sur la relation entre culture et cognition, dans une perspective phylogénétique et ontogénétique. Les recherches présentées dans ces domaines s'inscrivent dans un cadre théorique qui tente de répondre aux questions suivantes. Si la cognition humaine, en tant que traitement de l'information, est unique, et gérée par un mécanisme central inné universel, Schweder, 1990, 1991, 1999, et si son fonctionnement pour chaque individu suit les mêmes règles, comment peut-on expliquer l'existence de formes de pensée innombrables ? Si la création, de la culture est inhérente à l'existence humaine, comment peut-on supposer que la culture intégrée au cours du développement humain ne va pas jouer un rôle important dans la mise en place des activités cognitives ? Comment définir la culture et les cultures, dans leur rapport à la cognition ? Peut-on mettre au pluriel la cognition et parler des cognitions ? Et finalement, une question plus proche de la psychoanthropologie se pose. Quels sont les mécanismes qui contribuent à la différenciation des cultures et par conséquent à l'apparition des différentes formes de cognition ? Ces interrogations, bien sûr, ne sont pas nouvelles dans l'histoire de la psychologie et sont inséparables des préoccupations propres d'autres disciplines,
comme l'anthropologie, la linguistique, mais aussi l'archéologie, la primatologie et les neurosciences. Une problématique sous-jacente relie toutes ces recherches. Comment expliquer la transition entre le biologique et le culturel ? Les questions que nous allons étudier dans la partie théorique sont très nombreuses et souvent sans réponse concluante. Comment s'est constituée la culture qui, dans sa réalité, n'est pas d'ordre biologique ? Est-elle le produit de la sélection naturelle ? Est-ce que ce sont les potentialités cognitives innées des hominidés qui ont abouti à la création de la culture humaine ? La culture est-elle une forme d'adaptation aux conditions de l'environnement ? Quelles sont les capacités cognitives propres à l'être humain qui ont permis la construction des cultures ? Les processus cognitifs supérieurs permettant l'acquisition, l'élaboration, la transformation et la transmission des faits culturels sont-ils biologiques, génétiquement transmissibles, ou bien sont-ils des superstructures mises en place par les réalités culturelles ? Où se situe, dans l'ensemble de ces processus, l'individu avec ses potentialités, ses performances cognitives et son système neuronal ? En somme, les questions sont alors posées. Comment la culture est-elle apparue ? Quelle est la place de l'individu dans le système complexe de la culture et finalement quel rôle a joué la cognition humaine dans la construction des cultures et comment la culture a-t-elle influencé la cognition ? L'esprit humain et la culture sont-ils connectés ? Dans la première partie de cet ouvrage, je présente des recherches portant sur le rapport entre culture et cognition, sur la diversité des cultures, et sur la liaison entre culture et individu, l'objet par excellence de la psychologie. Cette revue de la littérature est cependant centrée sur mes propres recherches et elle est construite de la manière suivante. 1. Les définitions et les débats concernant les notions de culture et de cognition. 2. Les diverses approches étudiant la relation entre diversité des cultures et cognition. 3. Les études sur le rapport entre la culture, les cultures et la cognition dans une perspective ontogénétique. 4. Les recherches sur le développement cognitif dans divers contextes culturels. 5. L'apport des recherches actuelles. En présentant ce cadre théorique, je soulignerai chaque fois mon positionnement, mes réflexions, ainsi que les liens entre les recherches exposées et mes études, en italique. Dans la deuxième partie de l'ouvrage, mes recherches, anthropologie, psychologie, menées depuis plus de 30 ans seules ou en collaboration dans des contextes culturels et environnementaux très variés, Argentine, Brésil, Canada, France, Guyane française, Hongrie, Mexique, Nouvelle-Calédonie, seront exposées. Ces recherches s'organisent autour de 3 axes. Dans un premier temps, la nature des récits, narrations transmises de génération en génération, en tant que connaissances culturelles et leur rapport à la cognition vont être étudiés. Nous allons découvrir des travaux concernant les processus de différenciation et d'intégration des connaissances culturelles, ainsi que leur rôle dans la constitution et le maintien de l'identité des groupes humains. Dans un deuxième temps, je vais présenter des recherches qui abordent la question suivante. Est-ce que la réalité objective, en particulier l'environnement physique immédiat, peut être représentée indépendamment des connaissances culturelles chez un sujet ? Cette question pose le problème de l'objectivisme. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'acquisition et le traitement des connaissances sur la réalité extérieure, ainsi que le rapport du sujet avec cette réalité. Dans la culture occidentale, on considère depuis la Renaissance que c'est la science qui permet de connaître la réalité objective, par l'accumulation des connaissances sur celle-ci, par une pensée hypothético-déductive, par la confrontation systématique entre théories, ou par l'expérimentation et l'observation empirique, perspective de la troisième personne. Selon ce raisonnement, il existe donc une réalité objective, et par ailleurs, un monde spéculatif, géré par une pensée qui ne relève pas de la démarche scientifique et n'a pas accès à la réalité objective. La distinction radicale entre connaissance vraie et spéculation conduit à la séparation entre réalité et absence de réalité. Par déduction, si la réalité ne peut être représentée qu'à l'aide d'une approche scientifique, on peut en conclure que la majorité des humains se représentent un monde faux. Plusieurs questions se posent alors. D'une part, quels sont les rapports du sujet avec les connaissances scientifiques et la spéculation ? D'autre part, quelles sont les relations du sujet lui-même à la réalité ou au monde spéculatif ? Comment peut-on expliquer que les êtres humains, en disposant d'un cerveau identique, se représentent le monde différemment ?
Il doit exister des façons multiples de connaître le monde et de multiples niveaux de connaissance du monde. Breru, 2015. Différents modes de pensée peuvent aussi cohabiter dans le même esprit. Donald, 1991, Dazen et Mishra, 2010. Abrantes, 2009. En relation avec ces questions, l'ouvrage va présenter des études réalisées dans des domaines de connaissances spécifiques liés à l'environnement physique et biologique, temps, climat, phénomènes météorologiques, monde végétal, pollution, changement climatique, dans des cultures occidentales et non occidentales. La relation entre la pensée magique et mythique et les connaissances sur la réalité extérieure va également être analysée. L'approche développementale va permettre d'étudier le rôle des connaissances culturelles dans la construction des représentations et des processus de raisonnement. Le troisième axe des recherches concerne l'étude du développement cognitif dans différents contextes culturels. Les processus de catégorisation, le raisonnement et la mise en place des représentations vont être plus particulièrement étudiés. Le développement cognitif est analysé selon une perspective éco-culturelle, Dazen, 2003. Enfin, je présenterai la conclusion et les perspectives de recherche. Les numéros qui apparaissent entre parenthèses renvoient le lecteur à mes publications présentées après la bibliographie générale, dans la partie référence bibliographique de l'auteur cité dans l'ouvrage. 1. Culture et cognition. I1. Culture et connaissance culturelle. La culture comme attribut inhérent et universel de l'être humain. La psychologie adopte les élaborations anthropologiques du terme de culture, Gertz, 1973, Hall, 1959, 1966, Kluckhohn et Maurer, 1944, Lévi-Strauss, 1958, Samovar et Porté, 1994, Squire, 2000, Taylor, 1871, 1878. De nombreuses définitions de l'anthropologie considèrent que la culture est constituée par des modèles de comportement symboliques incluant les savoirs, les connaissances, les pensées, l'art, les mœurs, le droit, les formes de communication, les actions, les coutumes, les croyances, les valeurs, ainsi que les institutions. Taylor 1871, et toute disposition ou tout usage acquis par l'homme vivant en société. La culture est inhérente à toute existence humaine collective. C'est un attribut universel qui désigne une place spéciale à l'être humain par rapport à la nature, bien que certains animaux disposent également de comportements culturels. Selon ma définition, la culture est un ensemble de processus opérant au niveau des groupes humains, intégrant tous les phénomènes résultant des activités humaines qui ne sont pas indispensables pour l'adaptation biologique. Ainsi, la culture, en tant que processus, inclut l'histoire, l'économie, la politique, et elle change dans le temps et l'espace. Dans cette acception large, la culture devient une réalité extérieure et en même temps intérieure de l'individu. La question de la spécificité de la cognition et du comportement humain, ainsi que de leur rapport complexe avec la biologie, la culture et les phénomènes sociaux, scindent les positions scientifiques. Avant de présenter les approches qui paraissent s'appuyer sur des bases solides en reconnaissant l'importance des contraintes biologiques, au niveau de l'individu, mais également l'influence des faits sociaux et culturels dans la cognition humaine, nous devons évoquer brièvement ici certaines caractéristiques du modèle standard des sciences sociales, Standard Social Science Model. Ce modèle postule que les humains ne disposent à la naissance d'aucun trait de personnalité, d'aucune connaissance ou de valeur culturelle, et qu'ils les acquièrent progressivement grâce à l'interaction avec l'environnement culturel. Lévy 2004, Toby et Cosmide, 1990, 1992, 1997. La cognition et le comportement humain sont infiniment remaniables, et ne dépendent donc pas de contraintes biologiques stables. La culture est considérée dans ce modèle comme une force autonome, ayant une existence indépendante des êtres humains. Ainsi, la cognition et le comportement humain sont déterminés par l'apprentissage, les processus de socialisation ou encore l'éducation. Les processus d'apprentissage peuvent être appliqués à un ensemble extrêmement large de phénomènes. Depuis les travaux de Franz Boas, 1940, de nombreux chercheurs des sciences sociales et humaines ont considéré que les différences entre les individus issus de cultures différentes sont dues aux diversités culturelles. Entre autres, Margaret Mead, Émile Durkheim ou encore Bandura ont tenté de montrer la vérité de ce modèle.
Je considère que dans le modèle MSSS, SSSM en anglais, la nature biologique des processus d'apprentissage culturel n'est pas explicitée. Les mécanismes du passage de l'individuel au culturel restent flous. Ce modèle remet en question l'unité de l'homme et exagère l'importance de la diversité des cultures, ce qui aboutit d'un point de vue théorique à des questions fondamentales concernant la divergence entre universalisme et relativisme culturel. Universalisme et relativisme culturel. La plupart des recherches qui tentent de comprendre le comportement humain dans son rapport à la culture se situent à deux extrémités, l'universalisme ou le relativisme. Il est donc indispensable d'opérer un bref positionnement par rapport aux notions de relativisme culturel et d'universalisme, même si la diversification des cultures est traitée dans le chapitre suivant. L'anthropologie occidentale du XXe siècle, par l'introduction de l'enquête de terrain et dans l'objectif de constituer des monographies, s'est rapprochée des courants philosophiques relativistes. La pensée relativiste reste amplement présente dans l'anthropologie, et les traces s'en retrouvent par exemple dans le courant de l'écologie symbolique que nous présenterons plus tard, mais également dans certaines branches reliées à la psychologie, comme l'ethnopsychiatrie ou l'ethnopsychologie. La problématique concernant la formation de la diversité culturelle et la diversité des pensées n'aurait même pas de sens, selon les tenants du relativisme culturel, qui affirment l'absence absolue d'un critère universel. Le relativisme culturel défend l'idée que chaque culture possède ses propres traditions, valeurs et idéaux, et que donc ce qui est correct ou incorrect, bon ou mauvais, acceptable ou interdit, est lié aux valeurs culturelles. L'approche cognitiviste du relativisme affirme qu'il n'existe pas une vérité concernant le monde, dont la culture ferait partie, et que par conséquent le monde ne possède pas de caractéristiques intrinsèques, mais donne lieu seulement à différentes formes d'interprétation. L'approche éthique du relativisme défend la même conception concernant les principes moraux. Il n'existe pas de principe universellement valide, donc toutes les normes morales ont une valeur en fonction de la culture, conventionnalisme, ou de l'individu, subjectivisme. En archéologie, certains auteurs, Oder 1986-2001, Oder Hudson 2003, Russell et Oder 1996, soutiennent en partie ce relativisme culturel en affirmant qu'il est impossible d'établir des lois d'évolution culturelle universelles. L'approche relativiste, ou le culturalisme, exclut l'intérêt de s'interroger sur la diversité des cultures et le rôle de la cognition dans cette diversité, puisque la diversité est une force créatrice qui donne une forme constituante à la culture. La vérité des relativistes représente pourtant elle-même, par définition, une validité relative et non universelle. L'universalisme par contre, selon un positionnement souvent ethnocentrique, minimise l'importance de la culture humaine dans la cognition et les comportements. L'universalisme culturel soutient l'idée que chaque être humain est créateur de culture. La culture est un ensemble de modèles qui permet aux êtres humains de satisfaire leurs besoins. Nutrition, habitat, vêtements, organisation familiale, organisation des connaissances et des savoirs, transmission, religion, organisation sociale, etc. Sans entrer dans le détail de ces débats, ma position se situe dans l'orientation de la psychologie culturelle comparative qui affirme l'universalité des compétences cognitives et la diversité des performances, Berry 2002, Berry, Dazen, Esperluette Saraswati 1997, Brill et Lehal 1988, Troadec et Bellage 2011, Schwartz 2007. Je considère que les êtres humains sont capables d'acquérir plusieurs cultures, et même plusieurs cultures nationales. Dans mes études, tout en prenant en compte l'importance des différences culturelles dans la façon de comprendre, de se représenter le monde et d'y agir, je postule l'existence d'éléments culturels associés à un grand nombre de valeurs et de propriétés, en considérant qu'un nombre suffisant de ces valeurs ou de ces propriétés peut être temporairement choisi pour décrire un élément culturel qui, dans des conditions bien définies, peut être comparable avec un autre élément d'une autre culture relevant d'un but semblable. Publication 23-24-47. I2. La cognition, sciences cognitives, psychologie cognitive. Selon Adler 2004, il est impossible de donner une définition unique à la notion de cognition. Les sciences cognitives la définissent en fonction de leur propre système de référence tels que la philosophie,
la psychologie, l'intelligence artificielle, les neurosciences, la linguistique, l'anthropologie ou encore la sociologie de la cognition. Les sciences cognitives au début ont tenté de prendre en considération le rôle de la signification et des aspects culturels de la cognition humaine. L'anthropologie cognitive constituait une branche importante à l'intérieur des sciences cognitives, d'Andrade, 1989-1995, Beller, Bender, Esperluette-Medine, 2012, Posner, 1989. Son rôle principal a été de mener des recherches sur le terrain, dans les laboratoires naturels, d'Andrade, 1995, Spradley, 1979-1980, Tyler, 1969. Pour autant, l'approche de l'anthropologie dans l'étude de la relation entre culture et cognition a très vite rencontré des difficultés. Les recherches anthropologiques ont souvent manqué de clarté et de spécificité dans l'étude des processus cognitifs, et par conséquent les psychologues ont ignoré les résultats de ces recherches. Cependant les approches de l'anthropologie cognitive, comme la théorie du schème d'Andrade, 1995, et celle des modèles culturels dans la cognition, Lave, 1988, ainsi que la théorie du consensus, Romney, 1989, Romney, Weller, Esperluette-Batchelder, 1987, utilisent des méthodes qualitatives et quantitatives et offrent des résultats fort intéressants. Nonobstant, la psychologie cognitive, comme nous le verrons plus loin, n'a pas pris en considération l'influence et l'importance des connaissances et des pratiques culturelles dans la cognition humaine. Si bien que l'impact des processus culturels sur la pensée est très peu étudié dans le cadre des sciences cognitives, Ross, 2004. Dans ce chapitre, quelques définitions de la cognition telle qu'elle est considérée dans les sciences cognitives et plus particulièrement dans la psychologie cognitive seront présentées. Ensuite, quelques critiques sur les postulats ou les méthodes de cette branche de la psychologie seront exposées. À l'intérieur des sciences cognitives, une partie de la psychologie cognitive a comme objectif l'étude de la cognition humaine à l'état pur, et tente d'isoler celle-ci de son contexte, voir par exemple Meller et Dupuy, 1990. L'objectif de cette approche de la psychologie cognitive consiste à étudier l'esprit non connecté à l'environnement, ni à la culture. Les processus cognitifs sont étudiés par la méthode expérimentale et sont considérés comme universels. Pour la psychologie cognitive, le niveau de cognition pure est identique en chaque individu, absolutisme. Les multiples définitions de la cognition se constituent en une collection juxtaposée de capacités diverses, de niveaux différents de fonctionnement, de contrôle, d'inhibition, ainsi que de différents niveaux d'autonomie. Il existe cependant des points communs à ces définitions. La cognition se situe au niveau individuel et elle traite les informations. Nous pouvons tout de suite poser la question. S'agit-il ici de l'étude de la cognition humaine ou bien d'une forme de pseudo-scientisme appliqué à l'être humain en le réduisant à un objet vivant, prêt à étudier selon les méthodes simplistes de la psychologie cognitive? La psychologie cognitive, dans son postulat matérialiste, considère que l'esprit n'est que de l'activité cérébrale. Par exemple selon Pinker, 1997, l'esprit, mind, est l'activité de traitement de l'information par le cerveau. Ceci signifie également, dans une perspective évolutionniste, que le cerveau, en tant qu'organe physique, se trouve sous la contrainte de la sélection naturelle. Ainsi, le cerveau, comme le comportement, est le produit du processus de l'évolution et il assure la spécificité de l'existence humaine, Pinker et Jackendorf, 2005. La psychologie cognitive étudie la cognition à 3 niveaux. Premièrement, les processus cognitifs de base que nous partageons avec d'autres espèces. Deuxièmement, à l'aide de l'intelligence artificielle, les modélisations mathématiques des mécanismes de traitement de l'information. Et troisièmement, le traitement des connaissances véhiculées par les langues naturelles. Bresby et Gelatli, 2012, Goldman, 1993, Johnson-Laird, 1988, Stillings et al., 1995, Taggart, 2005, von Eckart, 1993. Par rapport à ces 3 volets de recherche, je présenterai quelques critiques. Dans le premier cas, la psychologie cognitive n'étudie pas les processus psychologiques supérieurs propres à l'être humain. Dans le deuxième cas, et comme pour les sciences cognitives en général, elle ne prend pas en considération les éléments suivants, recensés par Taggart 2005. Les sciences cognitives négligent l'importance de la conscience dans la pensée humaine.
Les sciences cognitives négligent l'importance de l'environnement physique dans la pensée humaine. Les sciences cognitives négligent le fait que la pensée humaine est par nature sociale. L'esprit est un système dynamique et non pas un système computationnel. Les résultats mathématiques montrent que la pensée humaine ne peut pas être computationnelle, d'une manière standard classique. Le cerveau doit fonctionner différemment, peut-être comme un ordinateur quantique. Les recherches actuelles dans le domaine de la neurophysiologie mettent en évidence que le cerveau ne fonctionne pas comme un ordinateur, Edelman 2007, et se co-construit avec la culture. En premier lieu, l'ordinateur, contrairement au cerveau, fonctionne grâce à l'arithmétique, à des intervalles réglés par un mécanisme d'horloge et logique, tandis que le cerveau ne fonctionne pas selon les mêmes règles. Le monde n'est pas perçu à travers des fragments de code informatique. Deuxièmement, l'organisation du cerveau est extrêmement variable et il n'existe pas deux cerveaux identiques. Les modèles de l'intelligence artificielle ne permettent pas de décrire les cerveaux réels, puisque le cerveau n'est pas doté d'une logique interne, ni d'une horloge précise qui gouvernerait les sorties du cerveau humain. Finalement, Edelman, 2007, argumente que les réseaux neuronaux des cerveaux sont extrêmement variables étant donné que ces structures complexes se développent en interaction avec l'environnement, et également selon l'expérience individuelle. Donc le cerveau se développe et fonctionne par ses connexions avec l'environnement, biophysique et socioculturel. Le cerveau est donc connecté au monde. Pour comprendre la cognition humaine, plusieurs disciplines doivent collaborer. Edelman 1992, Lee 2003, Balt, Reuter-Lorenz, Esperluet-Rösler 2006, Norris et Cacioppo 2007, Rupstorff 2004. Par rapport au troisième volet de recherche en psychologie cognitive, s'agissant du traitement des connaissances véhiculées par les langues naturelles, nous ne présentons que la critique de Brunner, 1991. Brunner considère que même si le projet de départ des sciences cognitives et de la psychologie cognitive est l'étude de la construction de la signification et des processus d'interprétation, ces sciences ont finalement déplacé leur intérêt vers les processus de traitement de l'information pure, se faisant victimes de la métaphore de l'ordinateur-programme, Brahmind, et elles ont ainsi déshumanisé le concept d'esprit en tentant de le déconnecter des connaissances et des savoir-faire culturels. En conséquence, la psychologie cognitive a donné naissance à des approches simplificatrices avec des controverses opposant connexionnistes, associationnistes, rationalistes, mentalistes. Brunner, 1991. Brunner considère que la psychologie doit s'intéresser à la culture, en tant que matrice de signification, précédant l'individu et mettant à sa disposition une boîte à outils, commune à un groupe d'individus. Dans les chapitres suivants, je reviendrai encore sur certains aspects des approches de la psychologie cognitive et leur rôle dans la compréhension de la relation entre culture et cognition. En ce qui concerne les termes culture et cognition, il me semble que ni la culture ni la cognition humaine ne sont compréhensibles et interprétables l'une sans l'autre. Pour comprendre cette compénétration, il est nécessaire de passer par une revue des questions des approches phylogénétiques. Dans mes recherches, j'étais inspiré d'un point de vue théorique, de plusieurs disciplines qui d'abord, dans une perspective phylogénétique, ensuite dans une approche anthropologique et finalement dans une approche psychologique, ont tenté de voir la relation entre culture et cognition. Dans les chapitres qui suivent, quelques questions incontournables de ce domaine étendu seront présentées. Publications 24, 33, 34, 48, 51, 55. I3. La relation entre culture et cognition. Approche inéiste et modulariste. Dans la présentation du cadre théorique, il est important de mentionner ici, brièvement, les approches qui contestent l'origine culturelle des processus supérieurs de l'esprit humain, telles que les théories modularistes, inéistes, Chomsky 1980, Fodor 1980, 1983. Elles nourrissent le néonativisme dans la psychologie du développement, Marcus 2004. Fodor 1983 définit les caractéristiques neurocognitives des modules mentaux par les éléments suivants. Les modules sont domaines spécifiques, fonctionnent rapidement, sont indépendants du contrôle de la conscience, sont obligatoires, mandatory, les informations y sont encapsulées et ils sont fixés ontogénétiquement, etc. Dans les travaux modularistes, parmi les modules les plus fréquemment cités se trouvent le langage, la reconnaissance des objets,
la reconnaissance des personnes, la connaissance des chiffres et les classifications biologiques, Hellman et al., 1997. Cependant, d'après les résultats de la neurophysiologie et de la neurobiologie, les modifications cérébrales nécessaires à la formation des modules de connaissances culturelles, telles que les symbolisations mathématiques, n'ont pas pu s'achever dans le temps historique des hominidés, trop court pour une modification génétiquement transmissible, Carothers, 1996. Il semble bien difficile d'imaginer un module génétiquement préexistant du jeu d'échecs ou de la manipulation de l'ordinateur, même si l'adaptabilité de certains modules, par exemple le module de la reconnaissance des visages qui sert à la reconnaissance des lettres, a été confirmée, Sperber 2001. Comme Tomasello, 1999, l'a exposé, les modularistes veulent aller de la première page de l'histoire génétique à la dernière page de l'histoire de la cognition humaine, sans passer par les pages intermédiaires. Les explications intermédiaires considèrent que les contraintes génétiques et neurobiologiques et l'influence de l'expérience au cours du développement ontogénétique peuvent faire émerger les modules fonctionnels comme par exemple les modules de la psychologie, de la biologie et de la physique populaire, folk psychology, folk biology, folk physics, Geary et Huffman 2002. À l'intérieur de l'approche cognitiviste, la théorie architecturale de la cognition argumente en faveur d'une cognition des domaines généraux. Les recherches sur le fonctionnement cérébral des humains et d'autres primates appuient l'approche architecturale. Cependant, selon ces études, l'architecture de la cognition fonctionne indépendamment des contenus culturels, ce qui suppose également une vision innéiste de la cognition spécifiquement humaine. Des approches intermédiaires essayent de réconcilier les faits neurophysiologiques d'une organisation modulaire de l'esprit et les phénomènes culturels. Ainsi Mitton, 1997-2001, situe la modularité dans une perspective évolutionniste, mais également développementale, en remplaçant la programmation génétique de la cognition proprement humaine par les processus du développement. Il distingue, dans une perspective phylogénétique, en se référant aux travaux de Fodor 1983, Gardner 1999, Cosmide et Toynbee 1987 et Sperber 1994, mais également en tenant compte des données archéologiques, 3 étapes dans le développement cognitif. Étape 1, l'intelligence générale, primates et hominidés early. Étape 2, l'intelligence modulaire où chaque forme d'. Intelligence est indépendante de l'autre, néandertalien, homo sapiens archaïque. Étape 3, l'intelligence fluide où les modules ou autrement dit les intelligences multiples fonctionnent conjointement. Dans sa théorie, c'est le langage qui va permettre de relier le fonctionnement des modules, techniques, sociales, naturalistes, etc., et contribuer ainsi à la formation de l'intelligence générale. Mitton 1997 fait aussi un parallèle entre les développements phylogénétiques et ontogénétiques, en s'appuyant sur les travaux des psychologues développementalistes comme Karmilov Smith, 1993 par exemple. La contradiction entre le développement cognitif uniforme et la diversité culturelle a suscité des recherches parmi les tenants de la théorie modulariste. En effet, la question se pose. Comment est-il possible que les modules spécialisés pour la reconnaissance du visage, le langage ou la catégorisation des espèces vivantes puissent être adaptés à la diversité et à la variabilité culturelle? Hirschfeld et Gell-Mann 1994. Cette contradiction peut être expliquée selon certains auteurs, voire par exemple Sperber 2001, par le fait que les humains ne sont pas simplement les consommateurs d'informations, mais également les producteurs de celles-ci. Les chercheurs du CREA, Centre de recherche d'épistémologie appliquée, formulent l'hypothèse que les variations culturelles de la pensée reposent sur des mécanismes mentaux beaucoup moins variables. L'idée sous-jacente suggère que les représentations véhiculées par une société dans l'histoire humaine ne seront retenues par la transmission culturelle que si elles correspondent aux critères d'adaptabilité des modules préexistants. Sperber, 1996. Je reviendrai sur ces questions dans le chapitre qui traite la problématique de l'existence d'un appareil cognitif inné et le fait que les cultures évoluent et se diversifient dans le temps et dans l'espace. Dans le cadre de ce chapitre, il semble pertinent d'aborder brièvement les débats qui concernent directement les recherches qui vont être exposées dans la deuxième partie de cet ouvrage. Dans mes études,
Je me suis intéressé plus particulièrement à la connaissance du monde physique et au processus de catégorisation des végétaux dans différents contextes culturels, ainsi qu'au rôle du langage dans la conceptualisation du monde, domaine de recherche qui se trouve au carrefour de ces discussions. Publications 25, 27, 28, 65. Par conséquent, j'ai choisi de présenter quelques éléments de l'approche nativiste modulariste par rapport à la formation des concepts qui constituent un palier de mes recherches. Le courant radical du nativisme affirme que les concepts lexicaux sont innés, Fodor, 1983. Les chercheurs posent alors une question essentielle. Comment les nouveaux concepts de base sont-ils acquis? Stephen et Eric, 2002. Toutefois, les nativistes ne prennent pas en considération le contenu du concept, et d'autre part, ils négligent les mécanismes du développement cognitif, la question reste ainsi sans réponse. Les débats entre les théories nativistes et constructivistes, concernant le développement cognitif de l'individu, soulignent finalement la pertinence de la théorie appelée « nouveau constructivisme ». Cette approche concerne le domaine de l'acquisition des concepts ou des représentations mentales, Scott 2003, Cohen 1998, 2002, Muller, Sokol, Esperluette, Overton 1998. Ainsi, par exemple, Kellman 2001 prouve que l'approche constructiviste permet d'identifier les mécanismes simples du développement et les structures hiérarchiques des mécanismes du changement dans le développement cognitif, grâce à la prise en compte de l'interaction entre sujet et environnement. Ce sont forcément les facteurs culturels, mais également développementaux, comme Vygotsky l'a postulé, qui permettent d'expliquer la catégorisation et la formation des concepts chez les êtres humains. Je reviendrai plus tard sur ces questions par rapport à la catégorisation. Je me positionne donc, dans mes études, du côté des idées consistant à affirmer que le développement cognitif, d'un point de vue ontogénétique, se construit par l'interaction avec l'environnement, dans le sens piagétien, celle-ci étant cependant à la fois individuelle et sociale dans le sens vygotskien. Dans mes recherches, j'accepte donc l'idée d'une sociogenèse des processus supérieurs de l'esprit en tenant compte d'une part des pouvoirs génératifs des processus cognitifs de base d'ordre biologique, et d'autre part des effets directs et structurants des niches ontogénétiques du développement de la cognition humaine auxquelles elle est connectée. Publications 33, 40, 51, 55. Les approches biologiques et la psychologie évolutionniste. Les attaques contre les idées représentées dans le modèle MSSS ont été tout d'abord menées par la biologie, plus particulièrement par l'éthologie qui a tenté d'étudier la relation entre les contraintes biologiques et les comportements sociaux. L'éthologie a indéniablement influencé la sociobiologie, l'étude systématique des bas biologiques des comportements sociaux. Le souvent férocement critiqué Wilson, 1975, argumente que si le comportement a une influence de manière prédictible sur la reproduction réussie, et si les comportements particuliers sont influencés par les gènes, alors il est possible d'en déduire que la sélection naturelle a façonné le comportement humain. La sociobiologie, les progrès de la biologie évolutionniste et des neurosciences, ainsi que les résultats de la psychologie cognitive, notamment l'approche modulariste, ont donné naissance à la psychologie évolutionniste, Workman et Reader, 2004. Celle-ci, tout en s'inscrivant dans l'évolutionnisme darwinien, explique le comportement humain à travers les mécanismes du fonctionnement cognitif. L'objectif de la psychologie évolutionniste est, modestement, de découvrir et comprendre l'organisation et la structure de l'esprit humain. En même temps, la psychologie évolutionniste se considère comme un mode de pensée, way of thinking, qui peut être appliqué à tous les sujets étudiés en psychologie. Selon cette approche, la psychologie est une branche de la biologie et tout comme la psychologie cognitive, elle étudie le cerveau, la manière dont le cerveau traite, processe l'information, et finalement la manière dont les programmes de traitement de l'information du cerveau génèrent le comportement. Barrett, Dunbar, Esperluette-Lissette, 2002, Cosmide et Tooby, 1987, Baron Cohen, 1995, Baron Cohen et al., 1993. Selon le modèle de Tooby et Cosmide, 1997, il existe 3 niveaux complémentaires reliant le problème adaptatif, les programmes cognitifs et les bases neurophysiologiques de l'individu, voir figure 1. Figure 1. Les inférences entre les problèmes adaptatifs, cognitifs, et les bases neurophysiologiques.
adapté de Tooby et Cosmide, 1997. Ce modèle suggère que les esprits humains présentent sur des bases neurophysiologiques un ensemble de raisonnements, ainsi que des circuits régulateurs qui sont spécialisés et souvent domaine spécifiques. Les programmes cognitifs permettent de répondre aux problèmes adaptatifs. Ce sont les circuits qui organisent la manière dont les êtres humains interprètent leurs expériences, construisent les concepts et les motivations, et finalement ces circuits offrent les cadres de signification universelle qui permettent de comprendre les actions et les intentions des autres. Ces circuits ont été dessinés programmés par la sélection naturelle, qui est la seule force de l'évolution permettant de créer, selon les mots de Tooby et Cosmide, des machines organisées de manière très complexe. Les circuits ont été fabriqués par la sélection naturelle pour résoudre non seulement les problèmes adaptatifs anciens, mais également pour faire face aux nouveaux défis, Tooby et Cosmide, 1997/5. Tooby et Cosmide, 1997, divisent les problèmes adaptatifs en deux grandes catégories. 1. Les problèmes que l'on retrouve tout au long de l'évolution de l'espèce. 2. Les problèmes adaptatifs rencontrés au cours de la reproduction de l'organisme d'un individu. La majorité des problèmes adaptatifs sont en relation, selon les auteurs cités ci-dessus, avec le mode de vie de l'organisme, ce qu'il mange, ce qui le mange, avec qui il copule, avec qui il se socialise, avec qui il communique, etc. Il est ici possible de voir l'absurdité même de la notion de problème adaptatif, dans le cas des civilisations humaines, puisqu'il s'agit de modes de vie infiniment complexes et variables. Il me semble également difficile d'imaginer que les circuits de chasseurs-cueilleurs soient adaptatifs aux problèmes affrontés, par exemple, par un Parisien du XXIe siècle dans la planification de ses activités quotidiennes. Tooby et Cosmide introduisent, avec une spéculation elle-même spectaculaire, la notion de l'effet latéral, side effect, qui est produit par les anciens circuits bien installés. Ainsi, par exemple, les effets collatéraux des circuits de bipédie permettront de faire du surf. Une question se pose alors, quel circuit a permis de concevoir le surf lui-même ? Le modularisme domine la psychologie évolutionniste et ses arguments et ses résultats sont utilisés pour expliquer les capacités des circuits du cerveau à résoudre de multiples problèmes adaptatifs. Il s'agit, selon les tenants de ce courant, de circuits fonctionnellement spécialisés et constituant des modules. Les modules, ainsi que les circuits, sont innés et correspondent au instinct dans la psychologie de James, 1890. Malgré les critiques, la psychologie évolutionniste dispose actuellement d'études intéressantes qui suggèrent l'existence de certains circuits modules spécialisés. Circuits du raisonnement par rapport aux objets, circuits de causalité physique, circuits du nombre, circuits du monde biologique, circuits de la théorie de l'esprit, etc. Hirschfeld et Gell-Mann 1994. Ainsi, par exemple, les études réalisées avec des nouveau-nés fournissent des arguments tant aux modularistes qu'aux évolutionnistes, Johnson et Morton 1991, Baillargeon 1986, Spelk 1990. Dans les recherches sur la théorie de l'esprit, les études qui affirment que les enfants autistes ne disposent pas de théorie de l'esprit suggèrent la pertinence d'une explication modulariste. Malgré un QI normal et un système perceptif parfait, les enfants autistes sont incapables de réaliser les inférences concernant l'état mental des autres. Un autre argument en faveur de l'existence de ce module vient de la défaillance de la perception spatiale des enfants atteints du syndrome Williams. Ces enfants ont des difficultés à apprendre des tâches spatiales, même extrêmement simples, tandis qu'ils sont capables de reconnaître l'état mental d'autrui sans problème. Baron Cohen, 1995. Thomas Selot, 1999-2008, considère que la capacité d'anticiper l'état mental de l'autre est innée chez l'être humain et qu'elle a largement contribué à la construction d'une culture proprement humaine. Une des questions les plus importantes reste cependant sans réponse. Comment est-il possible que nos performances modernes se situent dans un brin de l'âge de pierre, Simon, 1990-1992. Et ici, les spéculations ne manquent pas. La contradiction se situe entre la lenteur de la construction des fameux circuits par la sélection naturelle et la vitesse de l'évolution de l'esprit humain. Comment le même cerveau biologique, qui pendant 99% de son existence a essayé de survivre grâce à des activités de chasse et de cueillette,
peut-il faire face à de nouveaux problèmes? Il s'agit d'une période d'un peu plus de 11 000 années, temps écoulé depuis l'apparition de l'agriculture au Proche-Orient dans la période du Néolithique qui a débuté autour de 9000 ans avant Jésus-Christ. La sélection naturelle n'a pas pu créer soudainement des circuits d'agriculture et encore moins des circuits d'activités industrielles. Tooby et Cosmide, 1997, concluent que nos performances skills modernes se situent dans un esprit de l'âge de pierre. Cette affirmation toutefois ne peut pas expliquer la révolution néolithique et autres avancées des sociétés humaines sans la prise en compte de l'influence de la culture, de l'accumulation des connaissances culturelles par la transmission sur la cognition humaine. Les discussions à ce sujet sont très importantes, mais souvent très sectaires. Simon, 1990-1992. Tooby et Cosmide, 1997, ont réuni les 5 principes de la psychologie évolutionniste, en insistant sur l'idée que ces principes sont applicables à tous les sujets traités par la psychologie. 1. Le cerveau est un système biophysique, et il fonctionne comme un ordinateur. Les circuits du cerveau génèrent des comportements nécessaires pour la survie dans un environnement donné. 2. Les circuits neuronaux ont été mis en place grâce à la sélection naturelle, pour permettre de résoudre des problèmes rencontrés par nos ancêtres pendant l'évolution de notre espèce. 3. La conscience est l'organisation la plus complexe des circuits neuronaux. 4. Les différents circuits neuronaux sont spécialisés pour résoudre les différents problèmes liés à l'adaptation. 5. Notre esprit, mind, est adapté pour trouver la solution des problèmes rencontrés par nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, période située entre 10 000 et 1 million d'années. La psychologie évolutionniste rencontre des difficultés pour vérifier ces hypothèses, bien qu'elle utilise des méthodes issues de plusieurs disciplines. Toutefois, du point de vue de nos thématiques de recherche, certains résultats de la psychologie développementale évolutionniste peuvent apporter des éléments pour comprendre la relation entre la culture, la cognition et l'environnement. Ainsi, la psychologie évolutionniste contribue à l'étude de la relation entre développement cognitif et culture dans une triple perspective. Phylogénétique, historique et... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.